Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode de 139. Moi, c'est Patrice. Bonjour Stéphane. Toujours Stéphane. Stéphane le surpris aujourd'hui. Oui, car je ne sais pas quelle est la bière que je vais consommer. Tu me l'as emballé dans du papier craft, bon, ce qui peut laisser augurer le pire comme le meilleur, n'est-ce pas? On sait très bien que les bières dans les papiers craft, en règle générale, bon, c'est une bonne vieille malt liquor des familles, tu vois, un petit peu comme ça. Je suis un petit canotier, un cachotier. Petit canotier, c'est pas mal. J'aime bien. Je suis un petit canotier. Alors, si vous avez vu le titre de l'épisode, vous savez déjà de quoi il s'agit. Mais Stéphane ne le sait pas encore. C'est la surprise du jour pour lui. Oui, en plus, je suis dans une post-conjonction Saturne-Jupiter, donc je suis un petit peu troublé, tu vois. C'est merveilleux, Voilà. c'est merveilleux. J'ai dit à mon voisin, sors de la maison, parce que sinon, la prochaine fois, il faudra attendre 2080 pour faire une photo, donc ça risque d'être un peu long, quoi. Oui, tu m'as dit ça hier. Moi, je suis allé regarder. Je crois que j'ai vu ce qu'il fallait voir, mais j'en suis pas sûr. Ouais, c'était moins spectaculaire que lorsque c'était moins proche, en définitive. Bon, oui, c'était un gros point lumineux au sud-ouest, un gros point pour nous, ça ressemblait à une belle étoile. Bon, c'était les Qui scintillait un petit peu, c'est ça? Qui scintillait. Donc, j'ai essayé de prendre des photos. C'est bien que je mettais plus de temps à prendre les photos que d'atteindre les planètes. J'avais l'impression, tu vois. Puis bon, au bout d'un moment, j'ai réussi à faire une photo à peu près valable, quoi. Voilà. Et moi, mon voisin, qui est assez religieux, il me dit, oui, ça, c'est l'étoile de Noël, de ça. Et en fait, c'est faux. Parce que l'étoile de Noël, si tu t'en fies à Sheila, qui est quand même, bon, pour moi, je dirais ma théologienne préférée. Une référence en la matière. Une référence, vous l'entendez en fond sonore. L'étoile du berger, c'est Vénus. C'est pas la même chose. Comprenez-vous? Voilà. Et là, je me suis dit, si on compte aller à Bethléem en suivant, ou à Nazareth en suivant la conjonction Saturne-Jupiter, on finit dans le Golfe, là, on se noie. On peut y aller à la nage. Ouais, parce que là, c'était vraiment sud-ouest. Là, tu partais, voilà. Après, tu sais pas, tu es peut-être au Mexique quelque part, à un moment donné. Le Yucatan. Voilà, le Yucatan. Je me suis dit, tiens, Jésus est né au Yucatan. Pourquoi pas? Jesus, sûrement, il doit y avoir des Jesus là-bas. J'imagine, oui. Nous les saluons. Absolument, tous les Jesus qui nous écoutent. Eh bien, Stéphane, j'ai un commentaire Podcast Addict, comme toutes les semaines en ce moment. Oui. Et le commentaire Podcast Addict, cette semaine, nous vient de Neroli, qui nous dit « Un plaisir de suivre chaque semaine les tontons d'Amérique. Découverte et bonne humeur, toujours en rendez-vous. » Merci beaucoup, Neroli. Au début, je croyais que tu disais de Nairobi. Je me suis dit, tiens, on écoutait... Non, pas du tout. Non. Peut-être qu'il écoute ou qu'elle écoute à Nairobi, on ne sait pas. Ça me paraît évident. Sinon, En tout cas, apparemment, Pomme n'est pas la seule à nous appeler les tontons d'Amérique. Voilà. Ça devient un petit peu généralisé, cette histoire. sinon, sais-tu ce que c'est qu'une passe? Stéphane. Je parle pas de termes footballistiques, bon, c'est évident. Je parle pas non plus de la passe, quoi. Là, ça vous fera 100 €, hein. Non, pas ça non plus, non. The pass, in English. The pass. Non. Alors, en fait, c'est une technique que les jurys zytologues emploient lorsqu'ils ont une bière qui sent énormément l'alcool ou qui sent quelque chose de trop fort. Là, notamment, ils dégustaient une bière à l'île flottante, tu vois, eggnog. Tu ouvres la canette, bon, tu sais que voilà, ça sent quoi, devine, tu vois. Et donc, la passe consiste à faire passer le verre assez loin du nez, en définitive, je dirais, de l'épaule gauche à l'épaule droite, de l'épaule droite à l'épaule gauche, tout en restant le buste assez droit pour sentir uniquement les notes superficielles, les notes hautes, on dit en anglais, tu vois, voilà, parce que si tu plonges ton nez dedans, tu ressors complètement alcoolisé, quoi. Ça tu as le nez bousillé anesthésié pour le restant de la dégustation. Donc voilà, ça s'appelle The Pass. Ah, peut-être qu'on pourrait essayer ça aujourd'hui avec la bière de la semaine. Ah, tout dépend. Si elle a un goût atroce d'île flottante alcoolisée, voilà, oui, peut-être, oui. Ah, tu m'as démasqué alors, ça y est. Voilà.
Je ne t'en dis pas plus, tu verras ça tout à l'heure. Alors, moi, j'ai quand même eu un joli cadeau de Noël déjà. Oui. On enregistre quelques jours avant Noël, mais j'ai déjà eu un cadeau de Noël. C'est une boîte de 12 IPA que le Père Noël m'a envoyé lui-même. Il est sur la boîte et tout. Ça vient de sa réserve privée et c'est marqué dessus du Père Noël, dis donc. Et alors, oui, alors il y a quelques-unes que je connaissais pas. Alors, j'ai fait de belles découvertes pour l'instant. La Pernicious de la brasserie Wicked Weed. Tu connaissais Wicked Weed? Oui. Oui. De Caroline du Nord. Ben moi, je connaissais pas. Oui. J'ai découvert. Elle est très très bonne. Bon, ils se sont fait racheter par AB InBev malheureusement, mais il n'y a guère. Mais là, vraiment, cette IPA, la Pernicious, j'ai trouvé très très bonne. West Coast IPA. Apparemment, c'est un des styles sur lesquels ils se concentrent. Apparemment, ils se concentrent sur les West Coast IPA, sur les ailes belges, tu sais, un peu genre saison en fermentation ouverte, et je crois les gueuses, un truc comme ça. C'est vraiment ils se concentrent sur ces trois styles-là. Eh ben, elle était vraiment très très bonne. Je vous la conseille, chers auditeurs auditrices. Alors, les autres brasseries de la boîte en vrac, New Belgium, 21st Amendment, dont j'avais entendu parler, mais j'avais jamais goûté une de leurs bières, 21st Amendment. Dogfish Head, alors c'est une IPA light, c'est l'IPA light Dogfish Head que je ne connais pas encore. Ce qui était rigolo, c'est qu'il y a la Dr. Juice de Parrish. Ça, c'est remarquable. Ah oui, sur une boîte, un truc. C'est ma belle-fille qui m'a envoyé ça pour Noël, et elle m'a envoyé ça du Montana. Alors c'est un site qui est en ligne, bien évidemment, mais un site en ligne qui regroupe des IPA de partout des États-Unis et qui est une bière de Parrish. Je trouve ça extraordinaire. Une bière de Stone, bien évidemment, qui était très bonne. Deux bières de Sierra Nevada, une bière de Sweetwater, une bière de Heavy Seas que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cette brasserie. Non plus. Terrapin, bien sûr, la Hope Executioner qui est très connue, qu'on trouve ici, et évidemment la High Ally de Cigar City qu'on avait déjà goûté dans un épisode précédent. Et ben, c'est une très belle idée de cadeau. J'ai trouvé 12 IPA comme ça dans une boîte. Alors, je sais pas s'ils les envoient à l'international, mais vous pouvez toujours essayer. La compagnie s'appelle givethembeer.com, en un seul mot, givethembeer.com. Voilà. Alors, on n'est pas affilié, hein, on fait pas de la pub. Je le noterai parce qu'il y a parfois des bières que je recherche et que je ne trouve pas. Pour revenir sur Cigar City, j'étais, comme je te l'ai dit, en hors-circuit, un petit peu déçu par leur bière au café. J'avais été dithyrambique, j'avais trouvé cette bière totalement exceptionnelle, que je plaçais deuxième dans mon panthéon. Là, elle a beaucoup descendu parce que je trouve qu'elle a mal vieilli, qu'il y a un goût citronné qui occupe la canette. Et puis surtout, ça je ne te l'ai pas dit, j'ai versé une canette hier ou avant-hier et il y avait une sorte de filet de bave peu alimentaire qui pour moi est le lactose en phase de décomposition. Donc les bières au lactose, c'est pas vraiment mon gros truc. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la café m'avait fait la même chose. Ouais. J'aime tellement la café de Chez Urban South qui est donc un coffee stout, au coffee porter ou coffee stout, je ne sais plus, mais enfin bref, dans ce style-là, avec du lactose, et je l'aime tellement que j'avais conservé une canette pendant des mois et des mois parce que j'avais pas envie de boire la dernière parce qu'elle est saisonnière. Ils la font pas toute l'année. Et je me l'étais peut-être un an après, presque un an après, je l'avais versé dans un verre. Et effectivement, il y avait une espèce de résidu baveux. Qui était vraiment pas ragoûtant du tout. Alors faites attention, avec ça. Ouais, donc le lactose, j'ai l'impression, en tout cas, ce type de bière, ça vieillit mal, quoi. C'est une impression. Donc j'étais déçu, bien sûr. Voilà. Bon. Mais moi, j'ai pas été déçu de mon cadeau. Alors, on va voir si tu vas être déçu de la bière de la semaine ou pas. Est-ce qu'on peut écouter le sonal et puis s'acheminer vers cette découverte? Je te rappelle que il y a des enfants qui écoutent et il faut dire que c'est le Papa Noël qui te l'a envoyé. Il a envoyé, à ta belle-fille qui après te l'a envoyé. Voilà. Bien sûr. Il a passé sa commande et puis le Père Noël, c'est marqué dessus. Hein, il y a sa photo sur la boîte. Ça vient de sa réserve personnelle. C'est marqué dessus. Bien sûr. Voilà. Il a bon goût. Bien sûr. Sonal. Eh bien voilà Stéphane, après ce sonal louisianais, tu vas découvrir la bière de la semaine. Je te propose de sortir la canette que je t'ai amenée l'autre soir, jeudi soir.
et sortir d'un diable comme un diable de la boîte, de la sortir du papier craft qui l'entoure. Déshabillez-moi. Entendant le papier craft, n'est-ce pas? Faut que j'aille au bout du papier craft, là. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à lire. Ah ben, lis, essaye de lire. C'est jaune sur jaune, c'est doré sur doré. Alors... je vois Paris. Paris toujours Paris. Continue. Ghost! Eh oui, monsieur. Attention. Holy Ghost! Oui, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est ça? Là, tu es en train de tenir dans tes mains une bière qui vaut quasiment son pesant d'or. Eh ben oui, parce que déjà, ça ressemble à un cara, ce truc-là. Ça ressemble à un lingot, plus exactement, un lingot d'or. Oui. Je vais arriver à parler français. C'est une bière qui est... Je vais t'expliquer ça dans un instant. C'est une bière qui est ultra rare et qu'on n'aura certainement plus jamais. Et j'en ai eu 2, monsieur, et tu tiens la deuxième de mon lot de 2. Et pourquoi est-ce donc si rare Eh bien, je vais vous expliquer ça dans un instant. Et Stéphane, tu devrais te sentir privilégié d'avoir reçu un tel cadeau. C'est mon cadeau de Noël. Et ça, c'est le Papa Noël. Il sait que je travaille très dur toute la journée. C'est ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a de la chance d'avoir cette bière ultra rare dans l'émission cette semaine, chers auditeurs, auditrices. Alors, pour fêter les 10 ans de la brasserie de Paris, ils ont sorti la Holy Ghost. Alors, je cite, ça vient de leur Instagram. Je cite, en 2013, nous avons sorti notre double IPA étendard, la Ghost in the Machine. Oh oui. Ça, on le sait. En 2017, on a doublé la quantité de houblon pour faire la DDH Ghost, une expérience bouleversante de houblon citra. Celle-là, d'ailleurs, on l'avait bu à la pression au Avenue Pub, si tu te souviens. Oh oui. Eh bien, la suite, c'est maintenant, en 2020, pour notre 10e anniversaire, on lâche la Ghost la plus chargée et badass de tous les temps. Brassée avec des montagnes d'avoine et de blé. Eh oui, monsieur. Avec des montagnes d'avoine et de blé, et houblonné entièrement à froid, monsieur, jusqu'à saturation avec des montants égaux de houblon Nelson Sauvin, Galaxy et Citra cryogénique. La Holy Ghost est une expérience IPA bouleversante et inédite à ce jour. Donc, alors, je ne sais pas si c'est une double ou une triple. L'histoire ne le dit pas, mais en tout cas, elle fait 11 degrés. Oui. Le pack de 4, monsieur Stéphane, coûte $25. Ah, quand même. Quand même. Et alors, ça, c'est si tu le trouves. Parce que, alors, apparemment, ils la referont plus jamais, car ils sont à peine rentrés dans leurs frais, apparemment. C'est te dire le montant de houblon qu'il y a dedans. Oh là 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 là. Donc, ils la referont pas, parce qu'en fait, ils font absolument pas de bénéfice dessus. Alors, il fallait la commander en ligne, à midi, un jeudi. Ce que nous, on ne peut pas faire, puisqu'on travaille. Puis, aller la chercher à la brasserie exclusivement le samedi suivant, ce qui est assez loin pour nous parce que ça fait 2h30 de voyage. Certes, alors, c'était sold out en quelques minutes, c'est-à-dire à midi, j'imagine à midi 5, c'était déjà sold out, quoi. C'est un sport, apparemment, hein, de les acheter en ligne comme ça, en pré-vente. Il paraît que quand le lien arrive live à midi, mais il faut que tu y sois à midi, pas à midi 1. Si t'es à midi 1, c'est déjà trop tard, tu vois le truc. Alors, alors c'est quand même, on a une chance extraordinaire de l'avoir dans l'émission aujourd'hui. C'est grâce à Mike, merci Mike Peters, qui est, tu sais, il fait partie je parle souvent du groupe de Facebook, de gens de la région qui boivent des bières craft, et on s'échange un petit peu si tu veux, des photos, des machins, des appréciations et tout, etc. Et lui, il fait partie il est en charge de ce groupe, en fait. Et, c'est lui qui nous en a donné, enfin, il nous en a vendu 2. Et, alors, moi, je trouve qu'on finit 2020 en beauté pour nous. Alors, pour vous, chers auditeurs auditrices, ce sera commencé 2021 en beauté, mais en tout cas, on se laisse pas abattre. C'est un de nos derniers épisodes de l'année. Je trouve que vraiment, on finit l'année sur les chapeaux de roue, ou on la commence sur les chapeaux de roue quand l'épisode sortira. C'est une bière absolument exclusive, ultra difficile à trouver, qu'ils ne feront certainement plus jamais. Et c'est la Ghost ultime, monsieur, et je voulais qu'on l'ait dans l'émission. Mais c'est sorti en canette et pas en bouteille.
Non. Et alors, pour leur 10e anniversaire, ils ont fait de la DDH Ghost en canette, ils ont refait. Et ils ont sorti la Ghost normale en canette également, ce qu'ils ne font pas d'habitude. Donc voilà, ils ont un petit peu mis les bouchées doubles pour le 10e anniversaire. Et celle-là, c'est vraiment la bière avec laquelle ils ont voulu frapper très fort et faire vraiment un truc, un coup d'éclat. J'imagine qu'ils le referont jamais, malheureusement. Voilà. Alors aujourd'hui, on l'a dans l'émission. Je suis ultra content et ultra curieux de la découvrir avec toi. Ouais. Alors, j'ai pris mon verre Parish qui est assermenté et adapté aux bières de 16 onces. Ouais. C'est-à-dire qu'elle tiendra tout dedans. Moi, comme tu sais, mon verre de Paris a été guillotiné. C'est la révolution dans mon appartement, voilà. Et donc, j'ai racheté un Teku et donc je vais essayer de verser cette bière dans mon Teku. Très bien. Un Teku que j'ai reçu d'ailleurs vitesse grand éclair, quoi. J'ai commandé le jeudi, le lundi, je l'avais. Oh. Donc, j'ai mis 5 étoiles sur Amazon en disant merci aux lutins qui ont aidé le Père Noël. Évidemment. Bon, c'est la Holy Ghost, Stéphane. Je crois que là, on est au sommet de la hype. Là. On est au sommet de la Ghost. C'est le sacre. Absolument. Je te propose de la découvrir. Ouais. Je te laisse l'ouvrir en premier. Ok. C'est un grand moment parce que c'est même des gens ici en Louisiane, la plupart des gens qui sont fans de Ghost, qui sont fans de Parish, n'ont pas pu mettre la main dessus. On fait partie d'un groupe très restreint. Nous sommes des privilégiés. Absolument. Allez, on y va. Oh là 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 là. Le nez. Allez, je verse. Oh, 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 oh. Regarde-moi ça. Magnifique. La couleur un petit peu de la canette à l'extérieur qui est déjà très belle, qu'il faudra prendre en photo évidemment. Oui, et tu la gardes d'ailleurs, tu la jettes pas Ouais, celle-là. celle-là je la garde, je sais déjà où je vais la mettre. D'ailleurs, tu vois, pour arroser le tout, il y a un hélicoptère qui passe dans le ciel, là, qui va certainement faire de la publicité. C'est normal, il y a une banderole Ghost in the Machine. Voilà, je pense que c'est ça, tu vois, comme un... Oui, je l'ai commandé, Voilà. Ça fait partie de l'émission. Ouais. Écoutez Binous USA. Voilà. Ghost in the Machine Forever. Voilà. Bon, oh là là. Elle a une couleur Allez. qui me... Ah tu vas voir. Qui me sied. Alors, à droite ou à gauche du micro? C'est ça le problème. Je vais d'abord l'ouvrir. Allez, on veut l'entendre cette semaine, Stéphane. Je suis à, 1 mètre de la bière, je sens déjà. Oh là 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 là. Oh, ce nez. Peu de dire qu'il dégage un nez d'une animalité. Là, c'est de l'animal, là. Ah, oignon. Ah oui, j'ai senti ça, ouais. J'ai senti ça, l'oignon. Je dirais oignon rouge et les Cévennes, n'est-ce pas? Non, oignon. Lactose, un peu. Oignon. Oh là 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 là. Poivre blanc, évidemment. Poivre blanc, oignon. Mais surtout, la première chose que tu sens, c'est ce côté animal, quoi. Qu'on sent un peu dans le litchis. Mais là, c'est oignon, pamplemousse, poivre blanc. Donc, je sais que celui qui l'a créé dirait que c'est un nez d'ail. Il n'aurait pas tort, d'ailleurs. Pour moi, c'est plus... Ouais, ça peut être de l'ail, il n'a pas tort, en fait. On fait une passe? Ouais. Là, ça va, on peut mettre le nez dans cette bière. Fruits. Fruits rouges aussi. Fruits rouges. Fruits rouges de type sureau, grenadine. Oh oui, grenadine, oui. Mm-hmm. Bon, on a parlé de la couleur qui est absolument sublime. Un vrai jus d'orange à la pression. La mousse, une belle tenue. Onctueuse, laiteuse. Onctueuse, laiteuse. Oh là là. Ah oui, poivre blanc, on est. Poivre blanc à fond, ouais. Pas de problème là-dessus. Ça a l'air d'être la... Fruits. Ah oui, ça a l'air d'être la gosse sous hormones, ce truc-là. Sous testostérone, ou qu'on appelle la stéroïde, je vais y arriver. Ah oui, bien sûr, fruits, mais fruits rouges, quoi.
Fruits rouges, mais délicats, tu sais, un filet de fruits rouges que j'identifierais au sureau, grenadine. Absolument, oui. Et bien sûr, cette puissance animale, là, ce nez de poivre blanc, dominante pamplemousse pour les agrumes. Oui. Surtout une belle animalité, quoi. Ça, wow. Oh, c'est fantastique. Ouais. Rien qu'on est. La couleur est absolument sublime. Petite bulle également qui accompagne la mousse. En turbidité 100% parce que tu ne vois pas à travers le verre. Ah non. Voilà. C'est un jus d'orange. Ouais. Voilà ce que c'est. Voilà les bières qu'on aime. Ce qui nous est arrivé d'en boire où ça ressemble du sirop d'orange et pas du jus d'orange. Là, c'est vraiment du jus d'orange. Quelle chance on a d'avoir une brasserie pareille en Louisiane. C'est complètement exceptionnel. Ça va totalement avec le temps que nous avons en Louisiane. Même si aujourd'hui, je sais pas combien il doit faire dehors, 16, 17 degrés, ensoleillé, mais moi, tu sais, ça ferait très cher la bière, mais je boirais bien cette bière avec une salade, avec des avocats, avec les choses un petit peu qu'on a ici, quoi. Tu vois, bon. Du thon grillé. Ouais, bien sûr, à cause tout ce que j'aime en définitive, à cause du côté poivre blanc. C'est un plaisir pour les yeux, c'est un plaisir pour le nez. On n'a toujours pas plongé dans la bière. Non. On y va. Allez, c'est parti. Oh, une odeur de sueur aussi, on le dit parfois, qui fait le côté litchis, là, tu vois. Litchi, oui. Complètement. On y va. Oh là là. Il y a l'alcool qui rentre dans la bouche direct. On sent les 11 degrés quand même. On les sentait pas au nez. À la bouche, on les sent. On les sent, mais on sent aussi une amertume qui est tout à fait intéressante, qui vient tapisser les papilles en fond de bouche. Oh oui. Une très belle longueur de bouche. Je trouve qu'on s'arrête pas assez sur les longueurs de bouche. Là, mon coup de cœur, tu verras, c'est une bière cette semaine. Et il faudrait parfois plus insister sur la longueur en bouche. Et là, elle est vraiment, tu vois, absolument remarquable. Une amertume qui vient se déposer sur les amygdales, je pense, ou les végétations, je ne sais pas. Enfin, ça se passe à l'arrière de la bouche. Hein. Je suis pas encore au Torino. Bientôt, je vais être autorisé. Peut-être je vais être autorisé à devenir au Torino. Ah oui, une belle amertume. L'amertume est très présente. Une belle amertume. C'est une puissance. Vraiment un goût de poivre également. Il y a de la matière, mais moins que par exemple sur une bière belge. Il y a vraiment de la matière. Il y a de la consistance. Comme un vrai jus de fruits. Bon, même. Ah ouais, c'est puissant. C'est du puissantissime. Elle me rappelle la Atticus Atlas de chez Parrish également. Elle est très proche. Celle qu'on avait bu l'année dernière. Vraiment, le côté poivre blanc est très, très présent. Et le goût de fruits rouges vient se déposer sur le bout de la langue et sur le pli de la langue. Tu vois ? Sur le dessus de la langue. C'est-à-dire que vraiment le goût de fruits rouges que j'identifierais, je me répète, à de la grenadine, du sureau, vient se déposer sur le bout de la langue, le dessus, et après, toujours sur le dessus de la langue, et poursuit un petit peu le pli que nous avons. Là, on peut plier la langue en deux, tu vois. Donc, et ça apporte cette touche fruitée, sucrée, c'est-à-dire, alors là, c'est plusieurs sensations. La première sensation, ça a été effectivement cette puissance en poivre qui amène l'amertume et qui va vraiment à l'arrière de la bouche. Lorsque la bouche est habituée, après, la langue te renvoie un trait de fruits rouges qui vient équilibrer le tout, tu vois. Oui. Dans un premier temps, tu prends une baffe
Tu sens le poivre blanc, tu sens l'alcool, mais moins que sur d'autres bières que nous avons pu boire. Tu sens un Alcool côté, noble. voilà, quelque chose de noble. Oserais-je dire caribéen, de type un peu rhum, un petit peu, tu vois, rhum blanc, choses comme ça, tu vois. C'est pas du tout vodka, c'est pas du tout whisky, c'est pas du tout cognac, armagnac. Quoique c'est plus proche du cognac, finalement. Plutôt, oui, rhum blanc, ce type d'alcool fort. Mais après, une fois que la bouche s'est imprégnée de ce goût-là, tu as la délicatesse qui arrive à la deuxième bouchée, où là, on est beaucoup plus dans ce qu'on peut sentir dans les fruits rouges. Alors, j'aime bien, il y a aussi quelque chose de réconfortant, révigorant, tu sais, qui est propre aux alcools forts. Non, sans passer l'alcool. Pour l'instant, pour moi, c'est au niveau de la poitrine. Bon, là, je l'ai dans l'estomac, là. Voilà, après ça... c'est une expérience déjà. Cette bière, elle toute seule, est une expérience, une sensation, une expérience. Et comme tu dis, une longueur en bouche, c'est-à-dire qu'on prend une gorgée et on pourrait garder le goût dans la bouche pendant 5 minutes. Et en plus, là, je sens un truc nouveau. Ah oui, 1 minute après déglutition. Oui. L'eucalyptus, tu sais, le chewing-gum, tu vois, menthe, ça y est, menthe. Oui. Voilà. Tu sais, la même sensation que tu as lorsque tu as mâché un petit peu un chewing-gum à la menthe, attention, pas les trucs pourris. Qui rafraîchit. Une sensation rafraîchissante. Menthe verte, tu vois, pas la menthe, menthe blanche. Tout à fait. Mais que tu l'as un petit peu mâché, qui reste en bouche. Tu vois, à la limite, tu as déjà recraché peut-être le chewing-gum et tu as encore cette sensation légère de menthe qui t'habite le palais. C'est-à-dire, bon, quand on disait longueur en bouche, là, c'est bien 1 minute que je parle. Et donc, je n'ai pas la bière dans la bouche. Et je sens cette sensation qui, là, monte, qui est en fond de gorge, mais au niveau du palais. Tu vois, encore, ça va devenir horrible. Je vais devenir... au niveau de la structure osseuse du palais, vous voyez, on n'est pas... Ben c'est ce qu'en France, ils appellent les chewing-gums à la chlorophylle. Voilà, c'est ça. Et tu sais, avec la sécrétion, la salive, tout simplement, ça donne vraiment cette sensation-là, tu vois. Mais c'est bien 1 minute après l'avoir dégluti, quoi. C'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant, c'est complexe, ça touche plusieurs parties de la bouche. Donc, comme je disais au départ, un petit peu tout ce qui est vers la glotte là-bas, tu vois, en fond la glotte de Lascaux par là-bas. Ouais, la glotte de Lascaux, tu vois, ces trucs en fond de bouche qu'on a. Ils sont un peu spongieux, tu vois, c'était ça la première attaque en bouche. La deuxième, c'était sur la langue, notamment le sillon que nous avons là sur le dessus de la langue. Et la troisième sensation, c'est le palais, mais la partie dure du palais, le côté rafraîchissant qui remonte là ouais, vraiment de la chlorophylle, là, tu as raison. Là, ça fait vraiment... ça fait... bon, quand on dit chewing-gum à la chlorophylle, ça va pas forcément vous parler, ça va pas être très positif, mais c'est vraiment ce qu'on sent, quoi. C'est un délice. C'est vrai que c'est de la Ghost boostée à fond, avec tous les potards à fond. Et tu as un côté un peu floral, herbeux, en rétro-olfaction, un peu plus sur l'avant de la bouche, là. Oh là 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 là. En fait, c'est une bière, elle commence à te mettre un coup de poing dans la tête, tu sais, une espèce de chaos technique. Et puis après, tu vois, tu découvres des sensations différentes au niveau du palais. Elle est très évolutive. Elle est très évolutive et surtout, j'ai l'impression qu'elle cible toutes nos papilles gustatives. En fait, c'est incroyable parce que tu la sens partir dans différents coins de la bouche, tu vois. Oui. Dans un premier temps, bon, c'est pas une bière qui est faite pour tout le monde, liée justement à cette entrée en bouche qui est assez puissante, hein. On est dans le poids lourd, là. Oui. On n'est pas dans le poids coq ou poids mouche, là. Non, il faut aimer le houblon. Voilà, là, on est dans le poids lourd. Effectivement, ce qui permet ce lien, cette souplesse aussi, malgré cette agressivité au poivre, là, tu vois, il y a quand même quelque chose qui... Bah, tu sens que c'est l'avoine, effectivement, qui une fois de plus, ça permet une rondeur en bouche
également, tu vois. Et peut-être une forme de complexité, c'est-à-dire ça transmet le produit dans la bouche, tu vois. Et je dirais c'est un peu comme une boule de flipper qui touche différentes parties de différentes papilles que nous avons dans la bouche. C'est extraordinaire. C'est vraiment une expérience. Alors, ça reste, tout se passe pour moi, enfin, en tout cas, au-dessus de la langue, tu vois. Au fond, au-dessus, rien en dessous. J'ai pas senti quelque chose qui allait glisser sous la langue, si ce n'est cette espèce de sécrétion de salive qui, au bout d'un moment, dégage une touche de chlorophylle, enfin, de menthe fraîche. Voilà. Là, aujourd'hui, je suis ORL, là, tu vois. Voilà. Ah, c'est vraiment une expérience. Je suis content de partager ça avec toi, Stéphane. Ah oui, oui. Et même, il y a, moi aussi, ça y est, la bière maintenant est dans mon ventre, mais c'est pas du tout désagréable. C'est bien au contraire. C'est chaleureux. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Bah, pour une journée d'hiver comme aujourd'hui, c'est parfait, je trouve. C'est absolument parfait. Ça rafraîchit et en même temps ça réchauffe. Voilà. ce qui pourrait paraître antinomique, mais c'est réellement ça. Ouais, c'est-à-dire que l'alcool réchauffe et le côté chlorophylle et fruité rafraîchit. Voilà, le problème c'est que je me dis, bon, si vous êtes prêt à écouter un épisode de 12 heures, eh bien voilà. Oui, parce qu'on peut gloser là-dessus. Alors là... C'est déjà une sensation physique. Bon, c'est une sensation visuelle, ça on a l'habitude. Et c'est une sensation physique, vraiment de mise en bouche qui est très particulière, qui est vraiment... Alors, ça c'est pas la bière pour tout le monde à cause, je disais, cette puissance alcoolique déjà poivrée. Si les gens ne connaissent rien à ce type de bière, il vaut mieux venir avec des bières qui ont beaucoup moins d'alcool, beaucoup moins Absolument. De force, de puissance. Mais bon, je continue à considérer que les New England IPA, ce type de bière, c'est la bière du 21e siècle qui est en train d'entamer une révolution comme la lager l'a entamée au 19e siècle. Enfin, c'est... Absolument. Là, elle est poussée à son paroxysme. Oui, parce qu'en plus, tu as maintenant de très nombreux, alors on est bien placé pour le savoir que certains se plantent, mais on a de très nombreux brasseurs de par le monde qui essaient de faire ce style-là avec un degré d'alcool parfois inférieur à 4 degrés, tu vois. Donc, on sent très bien que c'est la bière du futur. Bon, là, celle-là, évidemment, elle est sous stéroïdes. C'est une des pionnières dans le style, de toute manière. Mais j'ai pas peur de me tromper en disant que ce style-là, peut-être pas cette bière-là, évidemment, ce style-là est vraiment le style du futur, quoi, qui est né au XXIe siècle, parce qu'elle a suffisamment d'attraits, d'arguments pour plaire au plus grand nombre, et elle va dans le sens un petit peu de notre société. T'imagines, au XIXe siècle, les fruits exotiques, tu vois, on n'en trouvait pas. On n'en trouvait pas ou peu. Bon, certes, exotique, la poire venait d'Asie, enfin, il y avait beaucoup de fruits que l'on considère aujourd'hui comme traditionnels, alors qu'ils viennent parfois d'autres endroits de la planète, mais on en connaissait moins en tout cas. Et celle-là, je trouve, suit l'évolution de nos vies, les goûts en termes de consommation. On voit bien les plats qui sont proposés maintenant dans les restaurants. On n'est pas dans les années 50, tu vois, avec... des plats un petit peu comme dans OSS 117, là, tu vois. Donc, oui, l'art de la table a évolué, et l'art de la bière aussi. Hein. Comme tu disais, c'est quand même, celle-ci spécifiquement, c'est quand même pour un public averti, j'ai envie de dire, parce que si tu m'avais donné cette bière à l'époque où je n'étais pas vraiment habitué au houblon, elle m'aurait peut-être rebuté, en tout cas, elle m'aurait choqué. Alors que là, bien évidemment, je bois de la Ghost normale tout le temps, je bois de la Holy Waller, enfin, etc. C'est si tu veux, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le jazz. C'est-à-dire que si on te passe un morceau de jazz et que t'écoutes jamais de jazz, tu vas te dire, ouais, c'est bizarre, oui, les rythmes vont un peu partout, les changements d'accords, oh là là, c'est quoi ces gammes qui jouent? Pour quelqu'un qui n'écoute pas le jazz. Pour quelqu'un qui est habitué au jazz, ben, il va voir toutes les subtilités, etc. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que il faut être versé dans ce style. Oui, puis je pense aussi que le public a évolué grâce aux West Coast IPAs notamment,
Parce que tu aurais sorti cette bière, déjà ça n'aurait pas été possible, mais disons tu sortais cette bière dans les années 70, tu faisais un four, quoi. Les gens considéraient que c'était imbuvable, que c'était c'était un jus d'orange, que ce n'était pas une bière justement, tu vois. Ce qui est bien des égards est une erreur, parce que la bière, ben oui, peut avoir ce goût-là, bien sûr. Hein. Ah, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je suis vraiment. J'avais un petit peu peur d'être déçu. J'avais un petit peu peur que la hype, tu vois, que la réalité ne soit pas à la hauteur de la hype, pour usiter un joli mot de français. En fait, je suis pas déçu, quoi, parce que c'est vraiment exactement. C'est-à-dire que je trouve qu'elle tient ses promesses, parce que c'est réellement la Ghost ultime, c'est-à-dire la Ghost poussée à son paroxysme et. Moi, je suis client. Voilà, je trouve ça extraordinaire. Je la vois sur mon écran de Skype. J'ai l'impression que tu bois du jus d'orange pressé, fraîchement pressé. Tu sais, on dit tout le temps ça, mais c'est réellement l'aspect qu'elle a. C'est-à-dire si vous allez dans des hôtels qui ont une espèce de buffet petit déjeuner dans lesquels il y a une machine qui presse des oranges fraîches et tout simplement on met son verre en dessous et on récolte le jus d'orange fraîchement pressé. C'est exactement l'aspect que je vois dans ton verre. C'est exactement ça. Moi, je vais être un peu plus trivial. Je dirais, n'hésitez pas à rouler une pelle à cette bière. Parce que lorsque tu as le liquide dans la bouche et que tu fais tourner la langue, excusez-moi, c'est là justement où tu peux capter ce goût de fruits rouges, tu vois, qui descend après le long de la langue et tout ça. Mais aujourd'hui, ça va être un épisode sensuel. Sensuel et sans suite. Et écoute, c'est extraordinaire. Ouais, vraiment. Oui. C'est-à-dire, j'ai pas du tout hésité, tu sais, à faire bouger, je suis désolé, j'avais le liquide dans ma bouche, et à faire bouger ma langue dans le liquide, et c'est à ce moment-là, justement, avec les capteurs que nous avons en bout de langue et tout ça, ça m'a permis d'apprécier ce goût de fruits rouges, là, qui est si particulier. Oui. C'est comme un équilibre extraordinaire parce que il y a du jus de fruits, il y a du sirop de grenadine, il y a du poivre blanc, énormément, il y a de l'oignon et de l'ail, du litchi, c'est extraordinaire. Du pamplemousse. Alors, pamplemousse, bien sûr. Chers auditeurs, auditrices, si dans votre cerveau, si vous connaissez pas ce style de bière et que dans votre cerveau ça marche pas l'addition de toutes ces saveurs, je vous comprends complètement parce que c'est vraiment quelque chose d'inédit si on n'a jamais goûté à ce type de bière. C'est une expérience qui est. Enfin, ce que j'aime beaucoup, vraiment, ce que j'adore dans ce type de bière, c'est qu'il y a un équilibre entre toutes ces choses qui sont contradictoires et l'ensemble en même temps, tout ça mis ensemble, je trouve ça. C'est une expérience. Moi, j'adore. Je trouve ça génial. Puis, voilà, tu vois, là, le côté. Je suis aux anges. Le côté poivre blanc et alcool aussi. Me fait généreusement transpirer, mais ça me fait du bien de transpirer, tu vois, parce que bon, surtout que j'ai coupé le chauffage parce qu'il faisait un petit peu frais, humide ce matin, donc il y a aussi cette sensation physique, tu vois, de transpiration, c'est-à-dire que tu vas finir à sentir comme la bière si ça continue, quoi. Tu vas finir par puer le liquide. Ah, c'est fantastique, Stéphane. Je sais pas toi, mais j'ai des chaleurs mais sympathiques qui remontent, tu vois, c'est pas du tout désagréable, quoi, c'est bien au contraire. Tu vois, c'est voilà. Oui. Je vais finir en nage. C'est fantastique. Alors, c'est une bière, je vais en boire une. Là, je suis ultra content. J'en ai qu'une, ça va. C'est-à-dire que ça me donnerait pas envie d'en boire une deuxième. Non, c'est pas fait pour. C'est vraiment pas fait pour. Voilà. C'est une expérience physique en plus, donc il faut être bien, je dirais bien frais, bien reposé, parce que tu te fais boxer là, la première gorgée, tu te fais boxer quand même. Tu te prends un coup, t'es dans les cordes là. Oh. Et après tout va mieux. Tu récupères ta boxe après. Et alors on est boxé en étant déjà habitué à ce type de bière. Complètement. Si tu m'avais balancé ça dans les jambes il y a 5 ans, je sais pas ce que j'aurais dit, tu vois. Parce que l'amertume qui venait avec le poivre blanc, c'était boum direct, et puis après, maintenant, bon, le palais s'y est habitué, qu'il n'y a aucun problème.
une fois de plus, alors voilà un adjuvant que j'aime beaucoup, c'est l'avoine. Oui. À la différence du lactose. Le lactose, je me pose des questions. Alors, je sais que nous avons des amis brasseurs qui nous écoutent, et bon, des gens qui, évidemment, dégustent la bière, tout ça. Je me pose des problèmes avec le lactose que je vois bien l'intérêt, effectivement, notamment lorsque tu veux retyper des bières au café et compagnie, mais je trouve que c'est, me semble-t-il, assez peu stable. Alors, je vais rajouter que donc ce samedi en question, pour fêter leur 10e anniversaire, ils en avaient bien évidemment à la pression de la Holy Ghost, monsieur. Oh, t'imagines? Ah, là, je suis aux anges, je suis sur un petit nuage. Moi aussi. Voilà. Oh oui. Ah, je viens de sentir encore notre truc, là. Espèce de truc genre au thym, garrigue, là, je sais pas trop quoi. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai, oui. Oh, c'est pas possible. Mais alors là, ça me part dans la narine gauche. Pourquoi la narine gauche et pas la narine droite? Je n'en sais rien. Écoutez, c'est comme ça. Je sens un truc thym, garrigue, là. Oh là là. Bon, d'accord. Et l'amertume est sur le... Je trouve qu'elle tapisse le fond de la langue. Oui, puis après, c'est terminé, quoi. Après, tu vois, bon, voilà. Après, c'est-à-dire, ton palais est habitué, mais là, tu vois, c'est complètement fou, ça. C'est complètement fou. Après avoir parlé de tous les goûts que je sentais, là, hop, je sens un goût qui me... C'est assez rigolo, quoi. Je dirais qu'il, pour moi, va dans la narine gauche, parce que c'est comme ça que je l'ai senti, tu vois. qui me rappelait, oui, le thym, tout simplement. Le thym, la garrigue. Là, tu sais, parfois, les cuisinières et les cuisiniers mettent du thym, tu sais, sur les viandes, quoi, sur les viandes rouges, tu vois. Voilà, sûr. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Bon, je suis un peu habitué à ce genre d'odeur venant du sud de la France. Eh ben oui. Ayant vécu quelques années à côté de la centrale nucléaire. Pardon, C'est peut-être pour ça qu'elle te sort que par la narine gauche. de Marcoule. J'avais des plantes de thym qui devaient faire 1m98. Pardon, excusez-nous. Ah, c'est formidable. Et si tu remets le nez dedans, vraiment, c'est oignon rouge. Ouais, c'est oignon, c'est... Moi, je trouve que c'est plus oignon que ail, personnellement. Mmh. Mais Oui. Mais en début de dégustation, c'est vrai, il m'arrive, tu sais, bon, j'adore les deux, quoi, l'oignon et l'ail. Parfois, j'achète de l'ail au Walmart. Faut savoir un truc, ça aussi aux États-Unis, c'est que parfois tu trouves le produit qui est tout sauf contrefait. T'as le truc violent, quoi. Moi, j'adore l'ail. Et tu sais, c'était vendu dans un bocal là, et j'en ai mis dans ma salade. Pourtant, je suis habitué. Une fois, je me suis fait un triple. J'ai cru que je prenais de la cocaïne, quoi. Je me suis retrouvé à danser la danse du Sioux dans ma cuisine parce que j'avais l'ail qui me... Je sentais que j'avais besoin, tu sais, un petit peu, je sais pas, que j'avais un petit peu la pression trop haute, j'en sais rien, pression sanguine trop haute. Je te dis pas, le truc, il est monté derrière mes oreilles, boum, pendant, tu vois, genre 15 secondes. J'ai dit, d'accord, ça m'a nettoyé, c'est comme si ça me nettoyait le cerveau. Et puis une autre fois, là, je me suis fait surprendre, tu sais, pourtant, j'avais fait attention de bien le couper, de bien le mélanger avec autre chose et tout ça. Puis bon, j'ai tombé sur un ail qui était, bastos, quoi, tu vois, coup de poing. Et là, je dansais dans la cuisine, là. J'étais en train de danser la danse de la pluie des Sioux. Mais ici, ils ont le produit, voilà, c'est pas les petits ours de nos rivières sauvages, tu vois, ces petits trucs, là. De la garrigue. Avec un petit goût sucré parfois. Non, là, c'est le truc, bah, je te garantis, c'est la pharmacopée après, tu vois. Soigner un rhume avec un ail, quoi. C'est-à-dire, c'est souvent ce dont on parle, Stéphane, c'est qu'aux États-Unis, tous les goûts sont poussés à leur paroxysme. Ouais, c'est-à-dire que quand ils mangent quelque chose de sucré, c'est ultra sucré, beaucoup trop sucré pour nous en Europe. Quand ils mangent quelque chose d'épicé, si t'es pas habitué, c'est l'enfer. Donc voilà, donc tout est passé à son paroxysme, voilà. Je crois que les Anglais adorent ça aussi, puisqu'ils adorent, tu sais, la nourriture indienne et tout ça, et oui, bon, le curry. Je suis obligé de le citer une fois de plus. Simon lui fait ça pour le spectacle. Non, mais ça sera bipé, ça. Il fait ça pour le spectacle, évidemment. Bon, allez, je le biperai pas. Allez, aujourd'hui, c'est presque Noël, on boit de la Holy Ghost, allez, je le bipe pas aujourd'hui. Mais des fois, Mais n'y revenez pas quand même, si c'est fait. Il mange, tu sais, des choses extraordinairement épicées. Je l'ai vu plusieurs fois enlever son t-shirt dans la cuisine, tu vois.
parce qu'il était torse-poil. Une fois, je l'ai vu dans un restaurant du pays de Galles. Le gars, c'était un gars aussi qui proposait ce genre de produit. Et je te promets, je n'avais jamais vu ça. Tu sais, les fourchettes en plastique là, noires ou blanches qu'on peut avoir dans elle était tordue à cause de l'épice. C'est pas à cause de la chaleur ni quoi que ce soit. Elle était tordue à cause de la puissance qui se dégageait, tu vois. L'épisode doit pouvoir se retrouver en ligne. Là, je me suis dit, non, mais ça, c'est absolument pas possible. Alors, je me suis jamais mis dans ces états pareils, sauf lorsque j'ai bouffé mon ail, là, tu vois. Si, la dernière fois, j'ai commis une erreur. J'ai acheté, pareil, toujours des poivrons. Tu sais, ici, le poivron, c'était pas un poivron, c'était le truc qui tape et je m'en étais pas rendu compte. Mais ça m'a fait une impression, moins grande. Depuis, je l'ai toujours au frigo, ce truc-là, j'y touche pas, tu vois, parce que j'ai pas envie de m'arracher la tronche non plus, tu vois. Mais ça m'a fait une impression moins grande que l'ail qui m'a, mais vraiment foutu par terre, quoi. C'était boum, tu vois, c'était, là, tu danses, quoi. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Des fois, c'est un petit peu recherché, mais là, c'était pas recherché du tout. Il y a des cuisiniers asiatiques. J'ai vu une vidéo une fois il y a un plat, je ne me souviens plus du nom, mais qui est tellement épicé qu'ils sont obligés de mettre une espèce de masque à gaz quasiment. C'est exactement ce que faisait le cuisinier. Il avait un masque à voilà. gaz. Il avait un masque pour cuisiner le truc. C'est assez. C'est assez spécial quand même, tu vois. Donc tout ça pour dire que aux États-Unis, la plupart des goûts sont poussés à leur paroxysme. Ouais. Et là, réellement, c'est le paroxysme de la New England IPA. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Mais là, on est au bout du bout. C'est-à-dire, et c'est sublime. Parce que pousser au paroxysme ce genre de goût, quand tu n'as pas le talent derrière, c'est imbuvable. Oui, puis ça me rappelle c'est quoi? C'était la Stone West Coast IPA, là, tu sais, qui était que je n'apprécie pas du tout. On trouve plus ces produits en ce moment en Louisiane. Moi, j'aimerais bien en regoûter pour voir si mon palais évoluait. Je trouvais d'une amertume. Enfin, j'avais l'impression de bouffer, tu vois, des boules de pain, là, tu vois, vraiment de la résine, tout ça. Je trouvais ça. Donc, ça serait bien que je vois un petit peu. Mais c'était beaucoup moins complexe, beaucoup moins. Ça n'avait rien à voir même avec ce produit-là. C'était pas le même style, non plus. Et c'est pour ça que d'ailleurs, avec les Américains, que ce soit en termes de vin ou de bière, tu vois que mon coup de cœur est assez particulier par rapport au palais américain, me pose problème parce que je n'aime rien de plus que les Saint-Nicolas de Bourgueil, les Chinons, qui sont des trucs, tu sais, vraiment au milieu de la chaussée, tu vois, que tu peux boire avec surtout les Saint-Nicolas de Bourgueil, que tu peux boire évidemment, les fromages de la région de Touraine, que tu peux boire avec des champignons à la crème. C'est justement pas dans le flashy, quoi. C'est justement dans quelque chose de très balancé, très étroit, très... justement, là, c'était à la période de l'ouragan, il y avait un Bordeaux que j'adorais, mais je me disais, ces gens-là ne peuvent pas boire ce vin. Les Américains ne peuvent pas boire ce vin parce que, j'en avais parlé lors d'un épisode, c'était une très bonne introduction au vin de Bordeaux, mais il y avait rien de flashy comme tu peux parfois trouver dans les Côtes-du-Rhône, et je ne parle pas des vins de Californie, et je ne parle pas des vins australiens. Non, justement, c'était pour moi le b.a.-ba de ce que devait être un Bordeaux, et je me disais, ça, ils aimeront pas, tu vois. Alors, je sais qu'à un moment donné, ils essayaient les Chinons, qui sont un petit peu plus tournés sur les fruits rouges et tout ça, ils essayaient de faire déguster ces vins avec des fruits rouges, avec des pâtisseries, chocolat noir, des choses comme ça. Saint-Nicolas de Bourgueil, mais non. Tu vois, boire ça avec des morilles ou des cèpes et des choses comme ça, non, ça demande beaucoup trop de... Et c'est là mon gros problème, souvent, entre les goûts américains et les goûts européens. Les goûts américains, c'est boum, je t'envoie la dynamite dans la bouche. Et les goûts européens, c'est... Tout est beaucoup plus dans la sobriété, voilà. Ma nouvelle collègue dans mon école, qui est franco-algérienne, goûtait l'autre jour un gâteau, un biscuit qui était dans la salle des profs, et elle dit, c'est bon, mais alors, qu'est-ce que c'est sucré? Je dis, oui, ici c'est comme ça. Elle a pas l'habitude. Ce qui fait que pour moi, ce n'est pas bon. Non. Non, ce n'est pas bon. C'est too much. Ouais, c'est ridicule, j'ai l'impression que je vais perdre. C'est caricatural. Oui, non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Alors, je reviens à ma réflexion. Dans des mains non expertes, qui n'auraient pas le talent des gens de Parrish, ce type de goût poussé à leur paroxysme, ça serait imbuvable.
Ce serait de la vodka orange. On a déjà bu des choses un petit peu. Ce serait de la vodka orange avec de l'ail. Voilà, ouais. Ce qui serait imbuvable. Et tu aurais une sensation, tu serais éthéré, c'est-à-dire une sensation d'éther au lieu d'avoir une sensation d'alcool noble. Tu vois. On connaît ça par cœur. Alors, si tu te rates dans ce style, c'est immonde. Autant une lager, tu peux te ramasser. Bon, il faut voir où ils sont arrivés dans l'hybridation de la lager pourrie grâce à Bud Light et compagnie. Mais une lager, je mets de côté Heineken, Bud Light, mais une lager reste consommable. C'est un produit de consommation tout à fait industriel. Là, si tu te rates sur le truc, c'est imbuvable. Je veux dire, c'est carrément, c'est pas comestible, quoi. Complètement. C'est absolument pas alimentaire. Voilà, c'est pas alimentaire. On se rate. C'est-à-dire que je trouve que cette bière met en exergue le talent des gens de Parrish. Je trouve que c'est un fil d'Ariane, quoi. C'est-à-dire, il faut pas se louper. C'est sur le fil du rasoir. Ouais. Et quelque chose qui pourrait être imbuvable devient somptueux. Ouais. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et on vous a pas dit aussi, le dessus de la bière est absolument superbe. Il y a quelque chose. Alors, Stéphane, t'entends pas? Tu es sur le côté de ton micro. Sur le côté, oui, parce que je suis en train de parler à mon verre. On se regarde. Oui. On s'admire avec mon verre. Oui, c'est très beau à regarder du dessus aussi, tu vois. C'est une expérience olfactive, Physique visuelle. Aussi. Physique. Cette bière aussi, physique, ouais. Allez, il y a combien de sens? Il y a combien de sens en éveil, là, Stéphane? Ah bon, d'abord, il y a eu les yeux. L'odorat. Voilà, d'abord les yeux, ouais. La vue, l'odorat, le palais. Bon, il y a rien que je dirais l'ouïe, hein, c'est le seul, c'est le seul truc. Bah si, on l'a entendu chanter quand même tout à l'heure. On l'a entendu chanter. Mais c'est surtout que c'est une expérience physique, et quand je dis physique, c'est tu es sur un ring, hein, t'es pas là non plus pour danser la valse. Donc tu te prends quelques coups dans la tête quand même. Hein. Tu es un peu le sparring partner de la bière, en effet, les deux. C'est ça, bière, voilà. Absolument. Mais what a ride, comme on disait aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est quelle expérience. Mm-hmm. Écoute, moi je vais vous harmoniser, moi c'est 20 sur 20, c'est comme ça, c'est 20 sur 20, voilà. Pour moi c'est 19. Désolé, c'est comme ça. 19, ça fait... Quoi? Ah bah oui, quand même. Quoi? 20 sur 20, il n'y a que le Papa Noël qui peut avoir 20 sur 20. Ah si, moi c'est 20 sur 20, moi là je suis... Pour moi c'est 19 sur 20, ça fait la deuxième fois en très peu de temps que nous mettons 19 sur 20. D'ailleurs, la bière précédente à laquelle nous avions mis 19 sur 20, elle n'est plus là, elle a disparu. Oui, bah celle-là, elle apparaîtra pas. Hein, donc, voilà, elle a totalement disparu. Alors des deux, dans les 19 sur 20... Elle est saisonnière, c'est normal. Ah oui, non, mais attends, ils en avaient mis une étagère, c'était pas possible, quoi. C'était une étagère gigantesque. Moi, j'avais pris visiblement la première, oserais-je dire, parce que tout avait été bien mis, tu vois. Plus une, zéro. Je sais pas combien ça fait, peut-être 70 packs qui ont disparu, là, tu vois, sans aucun problème. Bien alors, sûr, entre les deux, 20, hein. Après, c'est des rapports personnels. Là, je trouve que il y a la rareté, il y a, c'est vraiment le modèle custom d'un modèle prestigieux, toi, tu vois. C'est la série limitée, voilà. C'est la série limitée. Des deux, celle qui me laisse quand même un plus grand souvenir, c'est encore l'autre, parce que, comme je disais, des goûts marins, des goûts de parfum, de lilas, c'est pas tous les jours de ma vie que j'ai pu sentir ce genre de choses. Je l'ai senti de melon. Oui, de melon également. Que j'ai pu sentir, melon charcutaille, tu vois, mais c'est vraiment ce que je t'avais dit, quoi, le côté marin, iodé. C'est quelque chose que j'ai pu sentir dans quelques vins blancs, notamment, je me rappelle les vins blancs de l'Aude. Le côté lilas, je l'avais senti dans des vins blancs du sud-ouest, également de Loire, si je me rappelle. Bon, ça doit se trouver évidemment dans d'autres, mais dans une bière, non. Là, je trouve que c'est le modèle upgrade. J'ai pas envie de parler anglais, ça m'énerve. Je disais pas upgrade, je disais boosté. Alors bon, je sais plus que c'est encore. Ouais, c'est pas upgrade, c'est boosté, quoi. Voilà, c'est le modèle série limitée, voilà. Voilà. On parle français. On parle français. À peu près, quoi. Non, mais là, ok, donc oui, c'est vrai. Tu m'as convaincu. Donc je vais mettre à 19,5. Ouais, je mets 19 parce que le produit existe déjà et on compare ses performances par rapport à ce produit-là. C'est par rapport à une Ghost qui est déjà une bière, bon, nos auditeurs le savent, une bière d'exception. Là, je dirais que c'est un rapport physique. Tu fais du sport, quoi. Je compare ça de la boxe ou peut-être du catch, du judo, je sais pas. Enfin, tu montes sur un ring en tout cas. Ben, c'est une expérience totale. C'est une expérience physique, physiologique.
Oui. Bah, c'est pour ça que vraiment que je voulais lui donner 20 sur 20 et je vais peut-être m'y tenir. Ouais, tiens-toi-y, ouais. Ouais, je m'y tiens 20 sur 20 parce que c'est une expérience, c'est quelque chose. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais pas en boire tous les jours. Non. Déjà, on peut pas. Mais même si j'en avais, disons, si j'en avais 3 packs de 4, allez, c'est possible. Parce que ça peut s'acheter par, alors c'était quoi? C'est un case, comme on dit ici. Donc c'est combien un case? C'est 4 ou, c'est combien? C'est 4 packs de 4 ou 3, 6 packs de 4, je sais plus. Enfin, un truc comme ça. Un case, c'est 6 packs de 4, ouais. Ouais. Donc, c'est à peu près ça la limite par personne. Si j'en avais autant, j'en boirais pas tous les jours. Non. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire, on mangerait pas du foie gras tous les jours non plus. Non. Mais c'est quand même exceptionnel, voilà. Je pense que ça serait le type de bière, si tel était le cas, que je boirais une fois par semaine. Et tu sais, en sachant que le lendemain, je vais pas bosser, ou tu vois. La bière du vendredi, par exemple. Ouais, ou même mieux. Enfin, bon, maintenant, à cause de la Covid, ça me paraît difficile. Mais au moment où tu es aussi le plus oxygéné, où tu es le plus... Là, ça va, là, tu vois, le plus réactif. Bon, pour moi, et peut-être les sportifs comprendront. C'est sûr que tu nages pendant 45 minutes, après tu bois une bière, bon, tu risques un peu de partir dans le décor aussi, c'est un petit peu le danger. Mais tes globules rouges, en fait, tu vois ce que je veux dire, t'es absolument pollué, à part peut-être par le chlore, tu vois, et t'es extrêmement réceptif. Oui. Alors que si tu te retrouves derrière des pots d'échappement de bus, tu vois, avoir bouffé de la malbouffe à midi et compagnie, bah, t'es pas forcément dans la même... avoir mal dormi. En fait, tu vois, je peux faire un profil de sportif pour certaines bières, mais parfois c'est ce que je fais. C'est-à-dire, j'essaie d'être au summum de mes capacités olfactives et tout ça pour pouvoir les déguster. Absolument. Oui. Non, mais ça, comme on dit maintenant, ça fait du sens parce que je suis content qu'on soit en vacances. D'habitude, on enregistre le mardi soir. Là, on est mardi en début d'après-midi. On est en vacances. J'ai fait une sieste au préalable. Voilà. Pour vous dire un peu tout, j'ai mangé une salade avant, donc j'ai pas mangé quelque chose de bourratif, etc. Donc là, je suis, comme tu dis, je suis dans un état qui réceptif. Qui est réceptif, voilà. Et réceptif, je veux dire, mais c'est physiologique également. Lorsque tu es oxygéné, ton corps, ben évidemment, tu as plus tendance à sentir des choses que si tu as la gueule de bois, par exemple. Tu vois, bon là, c'est pas. Non, c'est formidable. Alors, mon dilemme, c'est est-ce que je maintiens mon 20 sur 20 ou est-ce que je lui donne un 19 ou un 19,5 je lui donne un 20. Allez, voilà, 20 sur 20. Hop, emballé, c'est pesé. C'est la Ghost in the Machine, c'est peut-être ma bière préférée, ma bière ultime. Et là, c'est, comme tu disais, c'est la version série limitée. Ouais. Donc c'est forcément du sublime. 20 sur 20 pour moi. On peut pas aller plus haut. On peut pas aller plus haut que ça, dans le style. La Ghost, elle fait combien en degrés? 9 et quelques? 9. Là, c'est du judo, c'est la boxe. Moi, je pense que c'est vraiment de la boxe. C'est quoi? Elle te demande de réagir, cette bière. Donc, elle peut pas te laisser indifférent, tu vois. C'est quelque chose de... c'est de la boxe, mais en même temps, c'est de la valse, quoi. C'est-à-dire qu'elle te marche sur les pieds au début, tu vois, un peu. Oui. Et après tu te laisses aller. Et tu te laisses aller, voilà, c'est ça. Tu te laisses aller, tu composes avec. Voilà, c'est une bière qui t'oblige de composer avec toi, avec elle. Avec elle. Là, nos camarades de Paris, je dirais, on voit bien les Français, c'est des romantiques. Il faut toujours qu'ils, ben oui, on est comme ça aussi. Hein. On va pas se changer non plus. Non, voilà. Écoute, c'est fantastique ça, Stéphane. Je suis très content d'avoir pu Alors, je sais que j'ai fait du taquinage artistique dans les épisodes précédents, en disant ouh là là, je suis en train de travailler sur un truc, je sais pas si je vais l'avoir, etc. Bah, c'était ça. Mike m'avait dit qu'il allait m'en retenir m'en mettre 2 de côté. Et je voulais pas en parler avant que ça se fasse pour pas porter malheur. Et donc voilà, on l'a dans l'émission. Maintenant, on l'a dans les papilles. Je suis très 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 heureux de l'avoir eu, de scorer comme on dit ici, de l'avoir obtenu et de la partager avec toi, Stéphane, et avec vous, chers auditeurs auditrices. Maintenant, tu vas devoir traduire en anglais tout le podcast à Mike. Voilà, tout le podcast à Mike. Thank you, Mike. Je sais pas, il écoutera jamais l'épisode, mais voilà. Merci beaucoup.
Eh ben écoute Stéphane, je te propose d'écouter le sonal du conseil de voyage et puis de s'acheminer petit à petit parce qu'on pourrait en parler pendant des heures de cette bière honnêtement. Hein. Complètement. Je suis sûr qu'on va continuer pendant l'épisode, mais on peut passer à autre chose parce que j'imagine que nos auditeurs et nos auditrices se disent bon, on a compris, elle est bonne. On l'a compris. Voilà, on passe au conseil de voyage si ça te dérange pas. Oui, alors là, je viens d'avoir, excusez-moi, d'éructer quelque peu. Stéphane. Ce qui me monte, évidemment, c'est du pamplemousse. Et ben voilà. Voilà. Bon, quand j'irai à la selle, je vous dirai également ce que j'ai ressenti. Stéphane, non, tout ça c'est bipé. Ananas. Stéphane, mais ça va pas, non. C'est une bière physique. Stéphane. Conseil de voyage. Voilà, on disait pendant le sonal que cette bière est presque une fontaine de jouvence. Oui. C'est souvent, tu vois des publicités, souvent des jeunes femmes se mettent des concombres autour des yeux, tu sais, pour voilà, se faire un masque de beauté. Là, j'ai l'impression que tu bois ça vient de l'intérieur, tu vois. C'est fantastique. Si tu as des cernes, mais t'en as plus après. Je sais pas, c'est absolument extraordinaire. Bon, et c'est des magiciens chez Paris, hein. Oui, là, c'est des magiciens quand même, oui. On a beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Là, on est à un niveau, mais ce qui est fantasmagorique, il faut le dire. Oui. Dans ce style de bière, on est peut-être pas loin d'être dans le centre du monde, quoi. Oui, c'est vraiment. Je crois. Quand même, là, ça commence à faire un petit peu. Oui. Bon. Allez, venez en Louisiane, les gars, les filles. Oui. Bon. Allez, on va se recentrer. Je vais vous donner mon conseil de voyage. Alors, c'est un fait socioculturel aujourd'hui. Alors bon, j'imagine que vous savez, chers auditeurs auditrices, que tous les élèves américains dans les écoles récitent le serment d'allégeance au drapeau américain tous les matins avant la classe. Ça, j'imagine que la plupart d'entre vous le savent. Mais alors, est-ce que vous saviez qu'au Texas, ils en rajoutent une couche? Tu le savais, Stéphane? Non. Ah, moi j'ai appris ça l'autre jour, je ne savais pas non plus. Ils en rajoutent une couche, dis donc. Après le serment d'allégeance au drapeau américain, ils récitent le serment d'allégeance au drapeau texan, monsieur. Oh, ils sont joueurs. Oui. Bah non, dans mon école, c'est les bizibi. Après, c'est je pousserai personne dans le couloir, je ramasserai, tu vois, c'est autre chose. Nous, c'est je ferai de mon mieux, voilà, etc. Comme ça, voilà. Non, ils poussent. Alors bon, bien sûr, on peut rappeler que le Texas était une république avant d'être un État. Hein. Ils n'ont pas oublié. Alors donc, tous les matins, tu dis I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God and indivisible with liberty and justice for all. Et ils enchaînent I pledge allegiance to the flag, je connais pas moi, mais flag of Texas, machin, blablabla, et à l'État, je sais pas quoi, voilà. Est-ce que tu le sachiez-vous, monsieur Stéphane? Non, je ne le savais pas. J'ai appris ça l'autre jour. Ma belle-fille, donc la femme de mon beau-fils, est texane. Et elle a commencé à enseigner en Louisiane cette année scolaire. Ah bon? Et tous les matins, après le Pledge of Allegiance normal américain, automatiquement, elle qui a été toute sa scolarité au Texas quasiment, elle a le réflexe de elle se dit maintenant c'est le moment du Texas de serment d'allégeance. Et puis non, elle se dit non, mince, je suis en Louisiane. Calme-toi. Calme-toi. On se calme. Et voilà, c'est automatique pour elle, quoi. C'est voilà, après prêter serment au drapeau des États-Unis, on prête serment au drapeau du Texas, qui j'imagine donc par là même, je vais pas demander, je lui demanderai la prochaine fois que je la vois, mais j'imagine que donc le drapeau du Texas est dans toutes les salles de classe, logiquement. Ouais. Parce qu'ils prêtent serment à un drapeau réellement physiquement. Hein. Ils rigolent pas les Américains avec ça. Hein. C'est-à-dire que s'ils sont dans le couloir, ils se tournent. C'est comme la Mecque. C'est-à-dire qu'ils se tournent vers le drapeau le plus proche. C'est ça. Oui. C'est-à-dire la porte de la salle de classe la plus proche dont ils savent qu'il y a un drapeau dans la salle. C'est ça. C'est la Mecque. Voilà. Et là, même des personnes qui peuvent être très critiques et compagnie, ils ont tous le réflexe quand même. C'est-à-dire de l'extrême gauche à l'extrême droite, quoi. Voilà, pour faire très simple politiquement et gentiment. Absolument. Ça rassemble tout le monde. Quelle est la tenue du prof de français dans ces moments-là? Bon, c'est une tenue
respectueuse, raisonnable. Non, je vais pas mettre ma main sur le cœur. Non. Bon, ça va. Non. Moi, en général, si je suis au vu et au sud, tout le monde, je m'arrête. Voilà. Je mets mes mains derrière le dos, tu vois, dans le dos, tu vois. Exactement pareil. Voilà. Ça fait C'est-à-dire respect. Ça fait un peu Michel Platini, Coupe du Monde 1978. Voilà, ouais, c'est ça. Joueur de football des années 70-80, tu sais, où on chante pas la main sur le cœur, mais on reste comme ça, tu sais. Quand même, on s'entraîne pas, il faut s'arrêter à un moment donné, le temps de libre, de mettre les mains derrière le dos, là, puis voilà, un petit peu. Digne et respectueux, monsieur. Voilà, digne et respectueux à la Platini, monsieur. Et puis après, tout le monde va voilà. Et puis après, après tu pars, à la platoche, quoi, à la platoche. Alors, si je suis dans une pièce où personne me voit, je continue, je vaque à mes ouais, et puis des fois, moi, je suis à la bourre ou tout ça et compagnie, il balance le truc, j'ai été à la bourre pour des raisons qui ne m'incombent pas et ça m'énerve. Et là, je suis un peu méditerranéen, du genre, là, je vais pouvoir gagner 30 secondes pour aller jusqu'à la salle de classe. Des fois, je suis un peu, ça c'est rare, mais ça peut, non, c'est pas rare. Mais ça m'arrive aussi, parce que je considère que le retard, n'est pas dû à moi, mais j'ai été mis en retard. Dans ce cas-là, oui, je peux être un peu français des fois. Un peu du genre, oui, bon, faut que j'y aille là. Alors, ce qui est rigolo dans cette histoire de serment d'allégeance, c'est que One Nation Under God, sous Dieu, une nation sous Dieu, ça a été rajouté dans les années 50. Ça, je sais, ouais. Avant, il n'y avait pas. C'était One Nation, etc. Il n'y avait pas Under God, with liberty and justice for all. Et ils ont rajouté ça en réponse au communisme venu de Russie. Évidemment, c'était les ennemis à l'époque. Ouais. Plus trop maintenant, mais enfin bref. Encore moins en ce moment, voilà. Pardon, excusez-moi. Et donc voilà, ils ont rajouté ça en réponse au communisme, c'est assez rigolo. Et avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant le serment d'allégeance, il y avait un salut. Donc les enfants faisaient un salut avec la main tendue, avec le voilà. Si vous voyez bien, le bras tendu avec la main tendue, vous pouvez trouver ça a un nom, ce salut. Vous trouvez sur Google, je ne me souviens plus, il y a un nom spécial à ce salut. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, ils ont arrêté parce que c'est exactement le même salut que le salut hitlérien. Oui, au départ, c'est le salut romain, puis après, ça a été un petit peu... C'est ça. Ça a été perverti, on va dire. Un tout petit peu. Mais tu sais, bon, j'avais parlé lors de l'épisode Urquell, tu sais, je rebalance l'épisode Urquell parce que j'ai envie des millions de vues, des millions d'écoutes, pourquoi pas de vues, des millions d'écoutes, hein. Pour avoir été de l'autre côté du bloc à l'époque communiste, on était dans le réfectoire, puis d'un seul coup ils se mettaient à gueuler bomba, il fallait qu'on se mette tous sous la table parce que là c'était les Américains qui attaquaient, tu vois. Eh ben oui. Ils étaient un peu tous pareils. Bon, nous en France c'était encore peut-être autre chose. On était entre les deux, on n'avait jamais eu à faire ça. Nous c'était le twist, c'est pas pareil. Twist. Ou le mashed potatoes. Voilà, j'ai les envies de chansons twistiennes, là. Je dis ça, je dis rien. C'est un projet twistien. Et aux États-Unis, pareil qu'ils faisaient ça dans les années 50 aussi, il y avait des répétitions de oui. Ah, c'était exactement la même chose de l'autre côté du mur, ça je peux t'en parler. On se cache sous le pupitre et puis voilà quoi. Ouais. Bon, voilà, on peut finir notre discussion comment dirais-je guerre froide. Guerre froide. Drapeau nationaliste, etc. Voilà. On peut finir ça. Et en finissant ça, on finit cette absolument merveilleuse Holy Ghost. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un régal absolu. Ouais, je vais en chercher une autre dans le frigo. Eh ben non, je l'ai pas. C'est pas grave, je vais aller en racheter. Ouais, ben non. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, alors, chers auditeurs, autrices, vous ne le voyez pas, mais Stéphane a placé sa canette juste à côté de sa webcam, ce qui fait que j'ai absolument une image absolument fantastique aujourd'hui. Il va falloir que tu la laisses là, Stéphane. Je sais déjà où je vais la mettre. Elle va pas être en première vue, mais je vais la garder. C'est rare que je garde des canettes, que je garde... Bon. Tu n'en gardes aucune d'ailleurs. Non, parce que mon appartement, c'est quand même pas Versailles, et donc voilà, c'est un peu... Ouais. C'est le petit Trianon, quoi. Voilà, j'ai des ouvre-bouteilles Schlitz, des conneries comme ça, qui se meurent, il y en a un qui se meurt sur le frigo, là. Tu sais, c'était les ouvre-bouteilles où tu pouvais ouvrir également les bouteilles de lait, tu vois. Donc, c'est le genre de truc, si tu veux vraiment ouvrir une canette, tu peux, mais tu risques de te faire mal à la main, quoi. C'est un peu années 50 comme truc. Moi, j'ai quelques trucs comme ça, mais après, non, je garde pas les canettes. Celle-là, je sais où je vais la garder. Elle sera pas forcément visible, mais elle se rapproche de mon cœur.
Ah oui, ça c'est des choses à garder, ça. Ouais. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on est prêt pour les coups de cœur, monsieur Stéphane? Oui, tout de même, quand même, parce que bon, Quand même. le drapeau, ça va, à un moment donné aussi. Voilà, à un moment, ça va. Alors, je te propose de commencer le coup de cœur, parce que moi, je viens de me dessécher avec mon histoire de drapeau. Hein. Oh, voilà. Eh bien, écoute, c'est un coup de cœur. Ben, ça va être une bière. Oh, qu'est-ce que c'est original. C'est original. Et puis une bière allemande, of course. Erstaunlich, nein, étonnant, non, n'est-ce pas? Oui. Évidemment, c'est une bière de cave. Monsieur Stéphane, il boit que des bières de cave. Oh, quelle cave! Non, bière de cave, pardon. Oui, Keller Beer, mais ça veut dire bière de cave. La 1516 Keller Beer. De Weinstephaner. Bon, alors, ce qui est amusant, là aussi, on est quand même dans la série limitée, là, tu vois. Je suis allé à mon supermarché préféré, il y avait un pack. Donc, j'ai acheté le pack. Et puis après, j'en ai marre, ils nous foutent de la Weiss partout. Du moment que c'est allemand, il faut que ça soit Weiss. Tu vois, c'est ça, ils vont commander dans les meilleures brasseries allemandes, t'as de la Weiss partout, ça va, on a compris, coriandre, banane, ça va encore, tu vois. Et là, il s'agit d'une Keller Beer. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, bière de cave, mais plus exactement, c'est une lager au départ, 5.6, non filtrée, non pasteurisée, employant un houblon, ça je l'ai su après en avoir dégusté une, qui avait presque disparu, puisqu'il n'y a plus qu'un seul hectare cultivé. C'est pas vrai. Ça s'appelle le Haller, je te le fais en anglaise ou je sais pas, à la française, le Haller Tower Records, oui, c'est-à-dire c'est un label, ça s'appelle un label musical, Alert Tower Records. C'est ce que j'ai vu, tu sais, et c'est le type de houblon qui a pratiquement disparu. Bon, ce qui est intéressant, c'est la technique, c'est-à-dire non filtré, non pasteurisé. Donc, quand tu bois ça, eh ben, tu bois, je dirais, la fontaine de jouvence. Tu sens la vitamine qui t'arrive directement. Je plaisante pas, là, c'est vraiment, tu as l'impression de boire un médicament, ce truc-là. Médicament, mais dans le sens que ça te positif. Positif. J'étais en extase, j'étais dans un bonheur extraordinaire, différent de celui que nous venons de connaître, où là c'était plus de la boxe, tu te fais taper. Là c'était un peu différent, tu vois. Là tu te fais masser, tu vois. Tu te fais masser après tu te fais taper. Alors la couleur légèrement orangée, rien à voir avec ce que nous venons de boire. Une très belle turbidité, évidemment, puisqu'elle n'est pas filtrée. Souple en bouche, goût de pain, banane. Je suis le seul à avoir trouvé le goût de banane. Donc, je sais pas ce qu'ils font les Américains quand ils boivent cette bière, je ne sais pas. Un goût de banane, c'est jus de banane, tu vois. Le jus de banane écrasé, on en a déjà parlé un petit peu de ce côté, voilà. Malte caramel, un petit peu herbeuse, un petit peu lemon, comme on dit ici. J'ai du mal à j'ai envie de dire limonade, mais bon, limonade, c'est jamais très... Est-ce que tu veux dire lemongrass? Oui, voilà, c'est ça, ouais, voilà. Lemongrass, c'est pas pareil que le citron. Voilà, c'est ça. Donc, je sais pas comment le traduire, ce truc. Voilà, c'est un peu le problème. Floral, quelques touches d'épices et d'amertume, une longueur en bouche très agréable, c'est-à-dire que t'es 15-25 secondes après, t'as ce goût de caramel, très souple, très... Là, en revanche, c'est tout à fait le genre de bière, je me verrais bien finir ma vie en ne buvant que ça, tu vois, que ça tous les jours. Je pense que là, j'arriverai jusqu'à 2080 pour voir la prochaine conjonction Saturne-Jupiter. C'était vraiment l'impression de te faire du bien, tu vois. Le problème, c'est que ça ne se trouve pas. Là, il y avait un pack, j'ai sauté dessus, puis à côté, c'était la Weiss. J'ai dit, c'est bon, les gars. Et bon, je sais que je pourrais la retrouver ailleurs, sur des sites, des choses comme ça. Pour moi, c'est tout à fait le contraire de la bière que nous buvons, qui est une bière high-tech. Là, la bière que nous buvons est une bière high-tech. Enfin. Et l'autre, c'est un petit peu comme si tu réparais une vieille Jaguar ou une Rolls-Royce. Que dès que tu ouvres le capot, t'as un goût d'huile. Enfin, tu vois, bon, t'as un nez d'huile, t'as des trucs comme ça. Tu vois, t'as des sièges en cuir confortables de notre âge. Tu vois, quelque chose un petit vraiment comme ça. Ça n'a rien à voir, mais c'est une expérience absolument extraordinaire également. Là, c'était pas du judo, c'était pas de la boxe, non. C'était de la détente absolue, tu vois, un truc, tu te dis. Et j'ai regardé mon pack, je me suis dit, ben j'en ai 6. Il va falloir que je me batte pour que je n'en boive qu'une par jour, parce que sinon, j'avais envie de boire le 6-pack, tu vois, dans les 2 heures. Donc, quelque chose que je vous déconseille. Il te reste combien? Il m'en reste 4. Je trouve toujours une occasion d'en boire une autre plutôt que celle-là, parce que je me dis, là, t'es pas prêt, t'es pas à ton top, t'es pas, tu vois.
Tu m'invites? Je sais pas. Dis donc, je sais pas. Monsieur, je viens de te faire un cadeau d'une bière que le reste de l'univers nous envie, qu'on n'aura plus jamais de notre vie. Qu'est-ce que tu me racontes là? On va se parler en micro là. Tu me parles pas allemand, je sais pas. Je vais essayer de t'en garder une. Je te promets, je vais essayer de t'en garder une. Je vais essayer. Mais garde-en deux qu'on les boit en même temps. Ouais, ça serait une bonne idée. Mais ça n'a rien d'exceptionnel. Je veux dire, ça rien. Tu sais que là, c'est vraiment, là, c'est du sport physique, c'est la lutte, c'est juste ce que devrait être une bière normale, quotidienne, que tu bois, tu sais, de ta, allez, on dira de 12 ans, pardon, tu n'as pas le droit de boire de l'alcool à 12 ans, je sais. Non. Mais de 12 ans à la maison de retraite, tu sais, espèce de truc, là, voilà, la vie est un long fleuve tranquille avec ce genre de bière. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est totalement différent de ce que là, on vient de faire en rodéo, tu vois. Ça n'a rien à voir. C'est l'opposé. L'autre, c'est plutôt partie de campagne, dans les champs, tu sais, en train d'accueillir des fleurs pour mamie. Tu nous rappelles le nom de cette bière mirifique? C'est la Keller Beer 1516, j'appelle ça 1516 évidemment, 1516, de Weinstefaner évidemment, la brasserie allemande. La plus vieille du monde. Voilà, c'est sublimissime. Magnifique. Je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs, surtout l'Alsace Connection, Knack en vrac, etc., Yann du Souboc, etc., tous ces gens-là, j'imagine, qui doivent, sinon la connaître, pouvoir la trouver. Et voilà, la recommandation de Stéphane de la semaine. Oh oui. Très bien. Eh bien, Stéphane, est-ce que je peux y aller de mon coup de cœur, moi, monsieur? Mais je vous en prie, mais dites. Alors moi, je vais parler d'autre chose. Je vais parler d'une chaîne YouTube. Oh. Oui, je sais que c'est, voilà, une fois n'est pas coutume, c'est pas souvent. Chaîne YouTube d'un monsieur qui s'appelle Otis Gibbs. Est-ce que tu connais Otis Gibbs? Pas du tout. Alors, c'est pas Otis Redding. Hein, oui, j'avais pensé, oui. Voilà, non. Ça s'écrit comme, le prénom Otis Redding, mais Gibbs, Gibbs. Eh bien, Otis Gibbs est un auteur-compositeur-interprète originaire de l'Indiana, qui habite désormais à Nashville. Et il est aussi podcasteur à ses heures perdues. Il fait partie des Bee Gees. C'est le dernier frère des Bee Gees, les Gibbs, non? Oh, c'est vrai qu'il s'appelle Gibbs. Non, rien à voir avec les Bee Gees. Non, monsieur. Non, il n'est pas du Massachusetts. Non, monsieur. Non, pas du tout. Alors, et donc, il est podcasteur à ses heures, donc, et c'est là où je vais en venir un petit peu. Sa chaîne YouTube, c'est un petit peu du podcast, mais sur YouTube un petit peu. Ouais. Alors, sa chaîne YouTube, c'est une collection de vidéos, dans lesquelles il raconte des histoires vraies d'artistes de la country music. Alors, on a l'impression d'être au coin du feu avec, je sais pas, tonton Otis, tu vois, et d'écouter un ami ou un proche, quelqu'un de la famille, raconter des histoires qui se sont réellement passées, des histoires. Il fallait être là, quoi. C'est-à-dire des choses qui se passent, pas sur scène justement, ce qui se passe en dehors de la scène. Et des choses qui sont en général assez révélatrices, assez étonnantes, c'est rocambolesque, etc. C'est vraiment très intéressant. Il a une très jolie voix, en plus très jolie voix parlée. Moi, je suis très sensible aux voix parlées. Et c'est quelqu'un qui est passionné et passionnant, je trouve. Alors bon, évidemment, je vous le cache pas, il faut être un tantinet anglophone et aimer la musique américaine, bien sûr. Sinon, c'est un peu mauvaise pioche, hein. Mais alors, il parle de gens très connus, comme par exemple Elvis Presley, Dolly Parton, etc. Et donc des histoires un petit peu de ce qui se passe à l'envers du décor, tu vois, des choses en studio, etc. Et aussi des musiciens un peu moins connus, genre Townes Van Zandt, Blaze Foley, etc. Mais des gens qui sont, quand on connaît un petit peu cette scène outlaw country, c'est des noms qu'on connaît, c'est des légendes. Alors certaines de ces vidéos sont aussi des interviews de musiciens qui ont travaillé avec ces légendes, des gens qu'il a interviewés, donc ils passent ces interviews, c'est très intéressant. On a l'impression vraiment d'ouvrir une fenêtre sur les séances d'enregistrement, sur la façon dont ces gens étaient dans la vraie vie, des histoires un petit peu de comment est-ce qu'ils ont conçu tel enregistrement ou comment est-ce qu'ils sont arrivés à enregistrer telle chanson, etc. Ou bien comment est-ce qu'ils étaient dans la vraie vie, à l'envers du décor, etc. Moi, c'est quelque chose que je sais pas toi, Stéphane, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'envers du décor, j'adore ça. Ouais. J'aime beaucoup voir un petit peu ce qui se passe quand le rideau tombe et voilà. Là, je vais pas être fier de mes sources parce que moi, c'est déjà moins brillant. C'est-à-dire justement, je regardais hier sur une émission où le son est assez horrible. Hervé Villard, que je trouve toujours infiniment sympathique, mais ça c'est autre chose.
Une légende de la country. Oui, qui disait que Claude François était le pire des enfoirés qu'il n'ait jamais rencontré dans sa vie. Oui. Et que lui, il n'avait jamais bu Hervé Villard, mais qui s'est permis de lui vomir sur ses pompes tellement qu'il aimait, qu'il appréciait. Voilà, pardon. Ah bah oui, il était immonde. Attends. Quoi? Eh oui, Hervé Villard explique que, bon, il n'avait pas l'habitude de boire, mais là, il avait un peu bu, il a vomi sur les pommes de Claude François. Parce que vraiment, il trouvait que c'était un être immonde, il traitait son personnel, vraiment. Et puis après, il essayait de se racheter en achetant des sacs, des trucs comme ça. C'était un mec jaloux. C'est un truc, bon, qu'on savait. Qu'on savait. Oui, bah oui, ça se sait. C'est le genre de choses, on entend en passant un adjectif, 2 adjectifs. Il était très exigeant. Oui. Tu vois, les choses comme ça qui sont assez gentilles, qui sont quand même un peu positives dans le négatif. Il est assez exigeant, voilà. Mais on comprend ce que ça veut dire, voilà. Bon. Après, il disait de Christophe que c'était un artiste absolument extraordinaire, un mec très sympa. Enfin, voilà, des choses. Bon. Voilà. Bon, des choses qu'on savait également. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est des histoires de l'envers du décor de la country music. Stéphane, je pense que ça t'intéresserait énormément. Oui, bien sûr. Et alors, le problème avec cette chaîne YouTube, c'est que quand on démarre une vidéo, on en a pour une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que les vidéos font 7-8 minutes, 6-7 minutes, c'est très court. Mm-hmm. Mais c'est-à-dire que quand on tombe dedans, on peut plus s'en sortir parce que c'est passionnant. Ouais. C'est très sobre. J'aime beaucoup la façon dont c'est produit. C'est en noir et blanc. Tu le vois juste lui qui est assis sur son Porsche, tu sais, dehors chez lui, genre quand même en gros plan. Et en noir et blanc, et il explique, tu as l'impression d'être assis sur son Porsche chez lui et qui te raconte une histoire. Et c'est vraiment génial. Il a une très belle voix. Voilà, je vous le conseille. Il s'appelle Otis Gibbs avec 2 B. Sa musique est très très bonne également. Et vraiment, Stéphane, je pense que c'est quelque chose qui va te plaire et tu vas commencer à t'y plonger et tu vas rester dedans. Je vais noter ça. Moment. Je vais te demander de me rappeler 2 ou 3 trucs que tu as pu dire dans l'épisode. Voilà. Absolument. Voilà, c'est Otis Gibbs, c'est sa chaîne YouTube et je vous le conseille, c'est un bon moment si vous aimez la musique américaine, si vous aimez l'envers du décor, etc. Il y a des histoires sur Elvis, sur Dolly Parton, donc sur des gens très connus. Et puis après ça part un petit peu dans des... Alors si vous connaissez évidemment cette scène, c'est génial. Si vous connaissez un peu moins, ça peut vous donner des pistes, c'est-à-dire il y a une histoire sur Jerry Reed qui était en studio avec Elvis Presley. Qui c'est Jerry Reed? Et hop, vous allez, je sais pas moi, sur YouTube, vous cliquez sur des vidéos de Jerry Reed, ça peut vous faire découvrir Jerry Reed, par exemple, etc. Des choses comme ça. Quand tu connais bien la musique country, quand tu connais bien les États-Unis, tu sais également que les stars de la country sont parfois beaucoup plus rock'n'roll que les stars de rock'n'roll, justement. Oui. Randy Travis, par exemple. Que j'adore, oui. C'est un mauvais garçon. Un jour, tu m'avais dit, bon, je le connais en surface, Randy Travis. Ouais. C'est quelqu'un en surface de très poli, de très poli. Je dis genre idéal. Voilà. C'était le genre idéal, parce que... Poli, je dis pas sur la politesse, mais la façon comme une pierre polie, c'est-à-dire très très doux, très sans aspérité, tout ça. Et bon, je le connaissais en surface et c'était pas un artiste sur lequel je m'étais vraiment penché. Et tu m'avais dit une fois, oui, bah attention, lui, tu sais qu'avant c'était un mauvais garçon avant son premier album, il avait fait de la prison et tout. Je dis quoi? Comment ça? Mais c'est pas possible. Et si. Et puis bon, après on a vu ce qu'il est devenu. Bon, il a des problèmes de santé, mais à un moment donné, bon, il était un peu schizo, quoi. Oui, puis là, je crois qu'il n'est pas encore sorti de ses problèmes de santé, malheureusement. Non, il a un AVC, donc il a du mal, tout simplement, à articuler, à chanter. Enfin, il revient il devrait plus être de ce monde-là. Enfin, c'est assez amusant, parce que le gars, tu vois, les pochettes d'albums fin des années 80, extrêmement bien rasé, belle coupe de cheveux, très bien habillé, voix sublime, vidéo. Et le gars très, très clean, presque genre idéal, mais... C'est ça. Voilà, ouais. Voilà, après, bon, moi je savais, mais bon. moi je savais. Mais voilà, mais c'est-à-dire, voilà, le gars, il n'a pas l'attitude, tu sais, à faire des gros doigts, des bras d'honneur sur scène et compagnie, à se rouler, et puis après rentrer chez lui et dire, bon, ma chérie, tu m'as préparé, tu m'as préparé mon gigot. Tu m'as préparé mon gigot, tu m'as préparé, je sais pas, bon, je vais chercher un truc, tu vois, plus vegan, tu vois. Non, c'est... Mon tofu. Voilà, tu m'as préparé mon tofu, tu l'as pas fait trop cuire, donc quand même, ça va, tu as des trucs comme ça.
Ça, il y a plein de groupes de hard rock ou de groupes de rock qui sont comme ça, fait, où les gens, c'est le show sur scène, et puis après, dans la Bien vie, sûr. bon, ils sont... Ben, country, c'est parfois ta vie est assez bizarre, et puis sur scène, non, là, t'es bien. Enfin, t'es présentable, quoi. C'est tout le contraire. Ben, George Jones, vraiment, l'exemple ultime de ça, c'est George Jones. Oui, Parce voilà. que George Jones, c'est le chanteur de country classe. Avec on l'a vu en concert 2 fois, Stéphane. C'est la méga classe. Que c'était un chanteur. N'importe quel chanteur de country va te dire que c'était le meilleur chanteur de country tous les temps. Et tu vois sur scène, c'était la grande classe avec le méga costard country, les bottes et tout. C'était le clinquant magnifique. Et puis tu entends des histoires de ce qui se passait une fois que le rideau tombait, mais c'était plus rock'n'roll que les Sex Pistols, quoi. Complètement. Ben, pour vous expliquer George Jones, si vous connaissez pas le personnage, mon beau-père m'avait raconté une histoire. Il avait rencontré un des violonistes de George Jones. Et donc ce gars avait raconté à mon beau-père une histoire. Une fois ils étaient, alors je sais pas dans quelle décennie ça s'est passé. Ils étaient en tournée avec George Jones et ils sont arrivés, bien sûr, ils sont arrivés dans la ville, ils ont joué le concert, etc. Le concert s'est fini, ils sont rentrés à l'hôtel. Et il y avait une limousine pour ramener le groupe à l'hôtel. Ils sont arrivés dans l'hôtel, etc. Donc, j'imagine, tous les gens du groupe, les musiciens et tout, j'imagine, rentrent dans leur chambre d'hôtel et puis se mettent, s'apprêtent à se coucher, etc. Parce qu'il était, j'imagine, 1 heure avancée de la nuit. Et George Jones avait envie de boire parce que George Jones était évidemment alcoolique, ça, voilà, ça on le sait. Et George Jones est arrivé dans la réception de l'hôtel et a demandé, voilà, où est le bar. Et le gars à la réception lui a dit, mais désolé, mais le bar est fermé. C'est trop tard, le bar est fermé, voilà. Et George Jones qui a dit, comment ça, le bar est fermé? Et ça l'a mis en pétard tellement qu'il est sorti, qu'il est rentré dans la limousine, qu'il a démarré la limousine et qu'il a foncé avec la limousine dans l'hôtel, la devanture de l'hôtel. C'est-à-dire, voilà, l'entrée de l'hôtel, il a défoncé avec la limousine parce que le bar était fermé. Voilà George Jones. Et ça, on tient ça d'un de ses musiciens. Donc, voilà. On l'appelait No Show George parce que des fois, il était trop bourré pour assurer sa représentation. Bien sûr. Jesse Dayton, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Jesse. Mais il raconte, j'imagine, dans son bouquin qui va sortir bientôt, raconte l'histoire d'être allé avec son père quand il était gamin, quand Jesse était gamin, sont allés à Beaumont. D'ailleurs, George Jones était de Beaumont. Originaire de Beaumont, bien sûr. Juste à côté de Beaumont, ouais, je sais plus comment ça s'appelle le petit bled, mais ouais, c'est juste à côté. Et il raconte, Jesse, quand il était petit, son père l'a amené voir George Jones et ils arrivent dans la salle de concert, etc. Tout le monde attend et voilà, c'est l'heure du concert et puis il se passe rien et puis ça continue et puis il se passe toujours rien et puis il se passe toujours rien. Puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui arrive sur la scène qui dit, bon, désolé, Monsieur George Jones ne jouera pas ce soir. Bouh! Et voilà. Et donc ça, il l'a vécu, Jesse. Et je crois qu'ils ont remboursé leur ticket. Il est revenu quelques mois après. Et puis après, apparemment, la deuxième fois, il est venu sur scène. Et puis c'était forcément fantastique. Mais No Show Jones, c'est quelque chose, voilà, qui lui a collé à la peau parce qu'il était tellement éméché qu'il pouvait même plus chanter. Et ça, Stéphane, on est allé le voir. Évidemment, les 2 fois, il est venu. C'est bon, on l'a chopé dans ces années. Oui, calme, ouais, très voilà, dans ces dernières années. D'ailleurs, on a acheté une plaque No Show Jones format plaque minéralogique américaine que toi tu as, je crois, dans ta salle de bain. Oui, que je portais d'ailleurs sur ma Grand Marquis. Oui, voilà, ta Ford Grand Marquis qui avait No Show Jones. Oh, quelle classe. Et oui, la première fois qu'on l'a vu, c'était parfait. La deuxième fois, on sentait qu'il était malade. Oui. Il était très malade. C'est-à-dire que sa chanson, vraiment la chanson la plus connue de sa carrière, c'était He Stopped Loving Her Today. Et alors ça donnait ça. He stopped loving her today. Ouais. Et il s'excusait même au bout d'un moment, il disait I'm so sorry, machin, je suis malade et tout. À chaque fois, il chantait 3 notes et il toussait sur le côté de son micro et il revenait. C'était genre He stopped loving her today. Bâton rouge. Ouais. Bon, voilà. Mais enfin, on peut dire qu'on l'a vu 2 fois. Voilà, c'était pour parler de Otis Gibbs, Monsieur Stéphane. Je pense que ça va te plaire. Va faire un tour sur sa chaîne YouTube. Je t'enverrai le nom. Si j'y repense en mettant les notes de l'émission, les notes de l'épisode, je mettrai ça dessus. Et voilà, c'était mon coup de cœur. Est-ce qu'on passe à l'épisode de Sampé? Bien sûr, là aussi, il y a des artistes remarquables. Maudit. Et internationaux en même temps. Voilà, absolument.
Sans P. San Pellegrino qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Alors aujourd'hui sur LCI, la chaîne internationale, après avoir reçu hier Gérard Miller-Lite, nous accueillons aujourd'hui Michel Auffray. Alors Michel, autant le dire tout de suite, vous n'êtes pas le frère du Gaufret ? Non, croyez bien que je le regrette. Alors Michel, qu'est-ce qui se passe avec les gauchers ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Écoutez, ça me paraît évident. Les gauchers ont entamé une guerre de civilisation. Ils font de la reconnaissance de leurs droits un impératif. Il faudrait que nous devenions tous gauchers. Alors, il faut dire que les gauchers ne représentent que 10 à 15% de la population mondiale. Ils seraient au bas mot 950 millions dans le monde et ils ont une espérance de vie inférieure aux droitiers. Vous avez tout à fait raison. La plupart des homicides commis, je vous renvoie au livre, évidemment, de Christophe Gully, La France périphérique et ambidextre. La plupart des homicides commis le sont par des gauchers. Oui, alors maintenant, ils imaginent même que les pistes cyclables seraient exclusivement réservées aux gauchers. Alors, là, on va un petit peu trop loin, j'ai envie de demander. Vous avez tout à fait raison. Pousse la nana et moule café. Écoutez, vous avez tout à fait raison. Bah, alors, j'ai envie de dire pique et collégramme, bourré ratatam. Vous avez tout à fait raison. Écoutez, t'en vas la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se casse. Vous avez tout à fait raison. Alors, un vaut mieux que deux, tu l'auras, il faut le dire. Vous avez tout à fait raison. San Pellegrino qui me dira pourquoi. Eh bien voilà, maintenant on est au courant de ce qui se passe au San Pellegrino. Stéphane, est-ce qu'on passe à l'expression cajun ? On vient de boire une bière louisianaise absolument fantastique. Est-ce qu'on passe à l'expression cajun ? As-tu une expression à la hauteur de cette bière ? Je le crois. C'est parti. Voilà, cette semaine, l'expression cajun, c'est picocher. Qu'est-ce que veut dire picocher, monsieur Stéphane ? C'est un verbe, bien entendu, du premier groupe. Alors, il peut être transitif ou intransitif, attention. Écoutez, je n'en pense pique-pendre de ce verbe picocher. Je ne sais pas, taquiner. Pincer, eh bien, oui. pincer. Eh ben, c'est un petit peu ça. Ouais. C'est, alors, la première acception, le premier sens, c'est picorer. Donc, ouais. Comme un oiseau, bien évidemment. Picorer, picocher, mais par extension, c'est charrier quelqu'un, lui faire des remarques. Voilà, un petit peu l'aiguillonner, tu vois, voilà. Chercher un peu des crosses, quoi. Alors, donc ça, c'est au sens transitif. Alors, va pas le picocher maintenant, se dit à la paroisse La Fourche. Va pas le picocher, celui-là, parce que bon, il est un petit peu comme un oursin, quoi, laisse-le tranquille. Et intransitif, alors elle picoche tout le temps sur lui. Dans la paroisse La Fourche, on dit ça aussi. Ah, oui. C'est-à-dire qu'elle lui cherche des crosses, elle lui cherche des noises. Voilà. Ouais. Des noises, des poux dans la tête. Voilà, picocher. Voilà. Est-ce qu'on passerait à la pub, monsieur Stéphane ? Il faut bien vivre. Oui, il paraît qu'on a un artiste musical cette semaine. Oh, tiens donc, c'est intéressant. Oui, pourquoi pas ? Oui. Allons-y. Aujourd'hui, une question qui a été soulevée par nos très nombreux auditeurs. Est-ce que le disco Summer comme Donna ? La question qui s'interpelle aujourd'hui est Ottawan. Que devient Ottawan ? Et que devient, bien évidemment, le disco ?
êtes au courant de ce qu'est devenu le duo Ottawan, n'hésitez pas à nous contacter sur podcut.studio et à contribuer à notre recherche sur patreon.com/podcut. Eh bien voilà, c'était notre pub de la semaine. Stéphane, on a bu cette semaine une bière louisianaise qui était quand même extraordinaire, j'ai trouvé. J'ai été très content aussi de voir sur les réseaux qu'on a inspiré beaucoup de gens, ça je ne te l'ai pas dit hors micro, à acheter de la Trappiste Rochefort numéro 8 et même 10. Il y a des gens qui se sont décidés à l'acheter, ils n'avaient jamais goûté auparavant, en écoutant notre épisode avec les gars d'Incredibilis. Eh bien, il y a beaucoup de gens qu'on a influencé en bien et à acheter, à découvrir la Trappiste Rochefort numéro 8. Je trouve ça vraiment génial qu'on puisse influencer des gens comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? On n'a pas fini avec la Rochefort. Oh non. Là, allez, on va divulguer. On divulgue ou on divulgue pas? On avait acheté la 10 au départ pour l'épisode avec l'Incredibilis. Eh ben, on l'a encore dans le frigo. On fera la 10 un de ces quatre. Voilà, là, c'était le match aller et le match retour. Maintenant, il faut aller jouer là-bas. Voilà. Absolument. Et oui, là, c'est pas pareil. Là, on sera sur leur terrain. Ouais. Eh bien, Stéphane, pour résumer, on a bu une bière exceptionnelle qu'on n'aura certainement plus jamais sur nos papilles, mais on l'a eu, on peut témoigner, on en était là. Ça nous a revigoré, moi j'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Je sais pas toi. Oui, c'est d'avoir fait du sport quoi pendant le temps. C'est ça, du sport et puis du yoga, tu vois, cette espèce de légèreté, Non, c'est bon. Là, c'est tout à fait le contraire des Trappistes Rochefort, c'est que tu ne les trouveras pas. Alors, on va te parler d'une expérience unique. Voilà. Ce sera peut-être la seule expérience francophone pour cette bière. Ah oui, non, c'est sûr, c'est certain. Voilà. On est les seuls francophones, j'en suis quasiment sûr, à en avoir parlé. Et dans un podcast, oui, c'est absolument sûr. Voilà. Eh bien voilà, je suis content d'avoir partagé ça avec toi, Stéphane. Je crois qu'il nous reste une seule chose à dire. C'est-à-dire, c'est un mot que le reste de la podcastosphère nous envie. Eh bien, Stéphane, ce mot, quel est-il? Be news. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.